Bonjour à tous pour cette nouvelle conférence du LIVE. Alors, certains d'entre vous ont peut-être déjà entendu parler des conférences du LOVE. Vous y trouverez tout ce qu'il est possible de construire sur un petit terrain, comment faire de son jardin un Éden, comment faire entrer la lumière naturelle dans votre logement ou encore comment travailler l'intimité de votre logement avec des recettes qui nous viennent d'Italie. Nous avons mis en place ces conférences du LOVE parce que nous sommes convaincus que pour faire de belles villes, nous avons besoin de la contribution de tous leurs habitants. Cette contribution essentielle des habitants n'est toutefois possible que si les professionnels opèrent leur propre révolution, dépasser les paradigmes dirigistes de l'urbanisme, de l'architecture et de l'aménagement du XXe siècle, pour construire de nouvelles intelligences urbaines et architecturales, de nouveaux métiers qui nous permettront de bâtir les villes avec leurs habitants. Ces conférences du LIVE, nous les avons pensées en premier lieu pour les étudiants, mais pour être plus précis, pour les étudiants de tous les âges. Les sujets que nous abordons sont issus des 7 années de pratique et de recherche et développement qui nous ont amenés à explorer les futurs possibles de plus d'une centaine de collectivités en France. Les sujets que nous souhaitons aborder avec vous sont innombrables. Nos expériences nous amènent à penser que les futurs qu'il est possible de construire sont bien plus nombreux et bien plus divers que ce que l'on pensait au départ. Plus nous progressons dans la compréhension des villes et des territoires en tant qu'organismes vivants, plus nous développons des modèles d'action positifs pour faire fleurir et s'épanouir les territoires, plus nous découvrons l'étendue des libertés, libertés qui s'offrent aux collectivités et à leurs habitants de créer des lieux dans lesquels ils se reconnaissent. Je vais aujourd'hui passer la parole à Lucas, qui va nous parler d'un sujet crucial pour le développement de nos villes, celui de la production de logements abordables. Sa conférence va nous éclairer sur les raisons de l'échec actuel à produire des logements abordables et sur les leviers dont les professionnels et collectivités peuvent se saisir pour apporter une réponse opérationnelle à cet enjeu de société. Je vous donne rendez-vous après son intervention pour un temps d'échange et je vous souhaite à tous une excellente conférence. Lucas, je te laisse prendre la parole et l'écran Mm. et te présenter. C'est à toi. Vous voyez mon écran là? On voit ton écran. Tout à fait. Ok. Donc bonjour à tout le monde. Je m'appelle Lucas Pouvreau et je travaille à Ville Vivante depuis 3 ans maintenant. Donc, comme l'a dit Thomas, aujourd'hui on va parler ensemble de la question du logement abordable et on va l'aborder sous un angle un peu différent de ce qui peut de la manière dont il peut être abordé à d'autres occasions. On va l'aborder par rapport à la question des filières de production de logement. Et donc on va parler de filières courtes de production de logement, de filières longues. Alors pour démarrer ensemble sur du bon pied, on va un peu définir ce qu'on entend nous par filière longue et filière courte de production du logement. Donc là, par exemple, sur cette image, on est à Bordeaux. On est sur des projets de promotion immobilière et on parle de filière longue de production de logement pour ces cas-là parce qu'on est sur une granularité de projet importante. C'est-à-dire on fait 50 logements. Enfin, 50, c'est une valeur arbitraire donnée comme ça. On ne sait pas exactement combien il y en a dedans, mais c'est-à-dire qu'on fait 50 logements en un seul coup. Et donc, on va vendre en une seule fois 50 logements qu'on a produits dans un seul projet. On est sur une filière longue de production. Filière courte, c'est à l'inverse quand on va faire 50 fois une logement, c'est-à-dire que là, vous êtes sur des tissus d'échoppes bordelais, vous avez eu 50 projets différents pour produire 50 logements. Donc, ce distinguo filière courte et filière longue est sur l'échelle du projet. Et donc, plus l'échelle est grande, on va voir que plus il fait intervenir d'acteurs différents, plus il y a de complexité, et donc plus la filière est dite longue. Aujourd'hui, on fait dans les métropoles majoritairement de la filière longue. Et dans l'ancien temps, comme vous voyez dans le développement historique des villes, on faisait surtout de la filière courte. Et même quand on prend des formes architecturales qui vont se rapprocher de tissus anciens, y compris de maisons individuelles, ici vous avez des logements qui sont de type maison en bande. On est sur de la maison individuelle, mais on est quand même en filière longue, c'est-à-dire qu'on fait de la promotion et on fait une fois 50 logements. Exemple, voilà, malgré le fait qu'on soit sur des formes architecturales qui peuvent se rapprocher de la maison individuelle. Donc, ce n'est pas une question de forme architecturale, c'est une question vraiment de mode opératoire. Et là, aujourd'hui, ce qui se fait encore en filière courte, ça va être essentiellement les tissus pavillonnaires qui soient en diffus ou en lotissement, comme sur ces images. Donc, la question des prix des logements, quand elle est posée en général
en France et en particulier dans nos professions, on l'attache à la question du marché immobilier et du foncier. Une des questions qu'on s'est posées, nous, à Ville Vivante, à un moment donné, c'était est-ce que la production de logements en filière longue ou courte, est-ce que ça influe sur le prix de sortie du logement, in fine? Et est-ce qu'on fait, entre guillemets, des économies d'échelle dans le logement ou non? Pour répondre à cette question, c'est un peu un raisonnement de longue haleine qu'on mène depuis plusieurs années en travaillant sur beaucoup de territoires différents. Nous, quand on nous pose une question dans notre métier, on a pour habitude, on produit des analyses. Alors comme ça, on produit des chiffres, des points, des calculs, des additions, et puis ensuite on les présente à des personnes, comme ici, pour qu'ils puissent peut-être prendre de meilleures décisions. Mais donc on va faire un petit peu ça ensemble aujourd'hui pour parler des rapports de prix qu'entretiennent la filière courte et la filière longue dans les prix de sortie des logements. Mais avant d'aborder la démonstration, je voulais vous montrer un petit peu comment on a creusé cette question-là. Et de base, cette question, elle est venue à nous parce qu'on travaille sur quasiment tout le territoire national, dans une diversité importante de territoires. Et ce que l'on a remarqué, c'est que là, vous voyez sur cette carte l'ensemble des territoires sur lesquels on travaille. On les a classés en 4 grandes catégories. Donc les territoires métropolitains, ou au moins dits tendus, les territoires en bleu foncé ici, et des territoires en bleu cyan qui sont des territoires dynamiques mais abordables, où les prix du marché sont pas tout à fait sont pas encore tendus, mais malgré le fait qu'on gagne des habitants. Donc vous avez la périphérie des métropoles, vous avez aussi des territoires un peu particuliers, type en Vendée, qui sont des territoires sans grande centralité, mais qui sont dynamiques d'un point de vue de l'emploi et de la démographie. Vous avez en rose ce qu'on appelle souvent les villes moyennes, où on a du mal à maintenir les habitants, où le marché de l'immobilier est plutôt détendu. Et en jaune, des territoires dits ruraux, pareil, à marché immobilier détendu. Et au-delà de toutes les analyses qu'on peut produire et qu'on va vous présenter ensuite, ce qui apparaît fortement depuis qu'on travaille dans tous ces territoires, c'est que la filière longue du logement, donc on a vu tout à l'heure en promotion immobilière, n'est représentée quasiment que dans les territoires en bleu foncé ici, dans les territoires métropolitains donc. Et dans les autres territoires où les prix du marché des logements sont abordables, seule la filière courte quasiment est représentée. Donc ce premier élément qui a été la base de notre intuition pour creuser cette question de prix des logements entre filière courte et filière longue, c'est de se dire que finalement, on remarque que la filière dite longue ne va pas dans les territoires détendus. Donc pour répondre plus en détail à cette question, les choses sont-elles toujours moins coûteuses à grande échelle ou non? C'est que pour la question du logement, on s'est posé la question de qu'est-ce qui crée en fait à un moment donné des économies d'échelle et qu'est-ce qui à l'inverse, c'est des ennemis de l'économie d'échelle. Et est-ce qu'on les retrouve dans le logement déjà? Donc si on commence, un des premiers ennemis de l'économie d'échelle, c'est-à-dire plus vous êtes gros, plus vous avez du mal à réduire vos coûts, c'est quand vous devez synchroniser beaucoup de choses en même temps. Donc là, sur cette image, vous avez une capture d'écran d'un film, d'une comédie française plutôt pas mal, qui a bien marché en France et qui en fait est une comédie sur une boîte qui organise des mariages. Et on voit dans ce film, on arrive à faire tourner plein de gags autour de la difficulté d'organisation d'un mariage. Et toute cette difficulté, elle est une difficulté de synchronisation. C'est-à-dire que vous devez livrer 50 plats d'un coup et pas 50 fois un plat. Et donc, vous avez besoin, comme vous voyez sur la photo, de beaucoup de serveurs. Vous avez besoin de préparer de la logistique, donc beaucoup d'organisation, donc des coûts d'organisation. Et cette différence-là fait que dans un mariage, on ne fait absolument pas d'économie d'échelle. Et à la fin, vous avez à gauche, là, l'idée, je livre 100 personnes en une fois dans un mariage. Le menu d'entrée dans un mariage est autour de 60 € dans les premiers prix. Et c'est l'entrée de gamme. À l'inverse, à droite, vous avez un menu en restaurant servi en flux à table avec des serveurs et des gens qui arrivent au fur et à mesure. Et vous avez un menu à 50 €, c'est le menu dans le restaurant de Philippe Etchebest à Bordeaux. Donc pour moins cher dans un restaurant que dans un repas de mariage, vous avez quelque chose de largement mieux.
Et cette question-là, c'est que cette différence se fait dans les coûts, que vous pouvez à quelques personnes faire servir beaucoup de personnes un repas, mais les uns après les autres. Mais par contre, si vous devez tous les servir en même temps, vous avez besoin d'être nombreux et donc vous avez un coût organisationnel. Deuxième facteur qui va empêcher de faire des économies d'échelle, c'est quand on fait de la centralisation plutôt que de la mutualisation. Et un exemple parlant pour ça, ça a été la réforme des régions qui a été faite en 2015 de mémoire, où l'idée de base, c'était de se dire on va mutualiser on va rassembler les régions, on va mutualiser des coûts et du coup, on va faire des économies de fonctionnement. Sauf que la mutualisation marche dans certains cas. Vous prenez par exemple quelque chose dont on parle en ce moment, qui va être la mutualisation du transport ou de points de vente entre plusieurs paysans, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir chacun, imaginons que vous avez 4 paysans, vous avez 4 points de vente, au lieu d'en avoir 4 et de voir chacun s'en occuper de 4, ils vont diviser leur travail par 4 en ayant un seul point de vente. Dans ce cas-là, ça marche bien. Sauf que ce n'est pas du tout systématique et comme on voit par exemple le cas d'une région, vous avez toujours le même nombre de lycées à gérer, vous n'allez pas mutualiser le lycée de Toulouse et celui de Montpellier, vous avez le même nombre de lycées à gérer. Pareil, les lignes de train, enfin, toutes ces choses-là, vous n'allez pas mutualiser les lignes. Vous avez aussi des contraintes physiques, matérielles, où, par exemple, pour se rassembler, vos bâtiments actuels ne vont plus être capables d'assurer le fait de se rassembler à autant de personnes. Vous allez également faire des trajets plus longs, etc. etc. Et donc, vous n'êtes pas en train de mutualiser, vous êtes en train de centraliser et donc de gérer le même nombre de choses, mais dans une organisation plus grosse et plus complexe. Et donc, l'organigramme de la région, au lieu finalement de faire des économies de fonctionnement, il y a eu ça a été épinglé dans différents rapports à un moment donné où il y a eu des augmentations des dépenses de fonctionnement liées au fait qu'on gonfle les dépenses liées à l'organisation, on a besoin de staff, on a besoin de sous-chefs, etc., etc. Donc, c'est un ennemi, autre ennemi de l'économie d'échelle, la centralisation. Troisième ennemi, c'est le risque. C'est en fait, si on augmente le risque, on a un coût lié à ce risque. Donc, exemple très simple, dont là on peut tous un peu se projeter, c'est par exemple si vous voyez la diminution des taux d'intérêt pour les emprunts immobiliers dans le temps. Vous voyez, en 2014, c'était un taux d'intérêt moyen autour de 3%. Aujourd'hui, autour de 1,5. Ça va probablement bientôt changer. Mais on voit une différence, une décrue du taux d'intérêt. Et cette décrue-là entraîne des prises de risque moins importantes de la part des établissements bancaires. Quand vous demandez un prêt, vu que les taux d'intérêt sont faibles, ils vont prendre beaucoup moins de risques et ils vont vous réclamer des conditions beaucoup plus strictes et draconiennes, etc. Et donc, dans le cas de la production de logements, quand vous allez produire beaucoup de logements, vous allez être dans quelque chose qui va être un investissement un peu à risque. Et donc, plus le projet est gros, plus vous allez avoir notamment des frais financiers et plus vous allez aussi avoir une légitimité dans la marge que peut faire le promoteur. Donc, en fait, si on récapitule ces ennemis de l'économie d'échelle, c'est des choses qu'on retrouve complètement dans la production de logements, qui vont être en fait dans la production de logements en filière longue, vous avez à synchroniser 50 décisions d'achat. Donc 50 personnes qui vont devoir prendre en même temps une décision d'achat sur un logement. Donc vous allez devoir avoir un commercial, etc. Vous allez avoir tout un travail pour synchroniser les décisions. Vous allez avoir une centralisation de la production avec du coup une organisation à mettre en place pour pouvoir produire beaucoup en un temps plus faible, mais surtout un système plus complexe. Vous allez aussi avoir des sauts dans les normes que vous allez auxquelles vous allez devoir faire face. Et vous allez aussi risquer beaucoup plus en filière longue. C'est-à-dire que si vous êtes une entreprise qui a un projet de 50 logements, vous êtes dans une situation qui est plus dangereuse que si vous avez 50 projets de un logement. Voilà. Et donc, ce risque-là va avoir un coût, autant dans les frais financiers que peut avoir le promoteur que dans la marge qui en fait va rémunérer le risque. Donc,
pour comment on transpose ces questions-là dans les différentes filières de production de logement, filière courte et filière longue. La filière la plus courte, la plus simple, où c'est un projet égale un logement. C'est la filière dite diffuse. C'est en fait, vous avez quelqu'un qui est propriétaire d'un foncier, il divise son terrain ou il est actuellement non bâti, il le vend à une personne qui l'achète et fait bâtir dessus. Il y a eu juste un nouveau propriétaire qui a fait bâtir un logement et qui est un peu auto-maître d'ouvrage de la construction de son logement. On est sur très peu d'intermédiaires entre le foncier initial et le logement fini. Autre filière qui reste une filière courte, parce qu'on est toujours dans le fait de produire un logement un par un, c'est celle qui est très connue, qui est celle du lotissement. Mais par contre, vous rajoutez une complexité, c'est qu'il faut aménager le foncier au point de départ. Vous avez une emprise qui n'est pas viabilisée, qui est importante, qui est achetée par un aménageur, il divise et il vend les lots un par un à des gens qui vont faire bâtir un par un. On est encore dans la filière courte, mais avec une petite étape supplémentaire. Et où on fait vraiment un saut qualitatif important, c'est dès qu'on va passer dans la promotion, où quelqu'un, un professionnel, ne va plus vendre des terrains pour que chacun fasse bâtir, mais va vendre des logements terminés. Donc, un promoteur va acheter un terrain, bâti ou non, il va le viabiliser, construire dessus plusieurs logements et les revendre ensuite à l'unité ou même en amont, mais en tout cas, il doit s'occuper de la commercialisation. Il doit s'occuper de faire un plan de financement, donc avec une part d'emprunt. Il doit réaliser aussi une petite marge promoteur et ensuite, il vend le logement au nouveau propriétaire. Et étape, on va dire, ultime de la filière longue, ça serait la promotion type dans des grandes zones d'aménagement. Vous avez en plus de la promotion l'étape aménageur, comme avec le lotissement. Là, vous combinez à la fois l'aménagement du foncier et après la promotion des logements. Donc les filières qu'on dit courtes, c'est ce qui va être les filières du terrain à bâtir ou de l'autopromotion et les filières longues de la promotion. Et donc on va revenir cette fois plus sur un cas précis de ce qu'on disait au début, c'est-à-dire que la filière longue ne se retrouve pas dans les territoires détendus. Donc on va faire un petit tour du côté de Gaillac, un territoire sur lequel on a eu la chance de travailler, et qui est un territoire qui gagne plutôt des habitants à l'échelle de l'agglomération, mais qui a des prix des logements abordables avec des revenus médians de la population qui sont dans la moyenne nationale, peut-être un peu en dessous, mais avec voilà, un revenu médian, on va dire, en dessous de ce qui est des territoires métropolitains. Des logements massivement abordables. Et on voit là, dans la division des différentes filières de production de logements qu'il y a sur le territoire, le diffus à gauche dont on parlait, qui représente plus de 60% de la production de logements sur le territoire, pour un prix médian autour de 2 000 € du mètre carré en sortie de logement, en prix de sortie. Et le lotissement, qui, avec le diffus, représente les 3/4 de la production de logements sur le territoire, sont des filières courtes. Et comme on le disait, territoire abordable, les filières de promotion, qui vont être des filières longues, donc vous avez la maison individuelle groupée en turquoise, la promotion dans l'ancien en jaune, la promotion immobilière en violet et en rose, sont des filières complètement sous-représentées à Gaillac, parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, la filière longue n'arrive pas à trouver une viabilité pour se développer dans des territoires où les prix sont abordables. Donc déjà, intuitivement, quand on voit ça, on sent que la filière courte produit des logements moins chers, ou en tout cas s'adapte mieux aux revenus des personnes sur les territoires. Et je voudrais vous montrer pour ça un exemple très parlant, c'est quand on voit quand ces filières courtes et longues cohabitent sur un même territoire. Donc là, on va aller à La Rochelle. Rochelle, territoire avec des prix, pour le coup, de l'immobilier tendu, élevés, 3 000 € du mètre carré dans l'ancien, etc. Des prix très importants pour se loger et accéder à la propriété. On va voir que dans ce territoire-là, il y a de la filière longue, elle trouve une viabilité, et il y a aussi de la filière courte. Et ce qui est intéressant, c'est que dans un même marché immobilier, vous avez des différences de prix. On prend la filière du diffus. Là, vous voyez sur les points, c'est les logements qui se sont faits ces dernières années sur le territoire de La Rochelle agglomération en diffus.
Donc la surface terminée du logement, c'est l'axe qui part à droite, et vers le haut, c'est les prix en euros. Vous avez un prix médian des logements réalisés en diffus à 2 500 € du mètre carré. Si on passe à une autre filière courte, un peu marginale et un peu particulière, dont on ne va pas trop parler, qui est de la division, pas de terrain, mais qui est la division dans le bâti, c'est aussi une filière courte, qui est à 2 500 € également du mètre carré. Les lotissements qui arrivent ensuite, pareil, on reste autour de 2 500 € du mètre carré, et point vert. Et là, on va faire vraiment ce dont on parlait tout à l'heure, le saut qualitatif, c'est qu'on passe en promotion immobilière sur de la maison en bande, donc les premières étapes de la promotion, on va dire. Là, tout de suite, on prend 500 € du mètre carré dans le coût de sortie. Et on est dans le même marché immobilier. Donc, c'est-à-dire, on avait cette intuition quand on avait commencé, nous, à travailler sur les questions de prix entre logements abordables en filière longue et filière courte. On avait cette intuition que la filière courte produisait plus d'abordables parce que dans les territoires où les prix sont abordables, il n'y a pas de filière longue. Et on voit que quand ça cohabite dans un même marché immobilier, il y a des différences importantes de prix. Autre étape supplémentaire de promotion immobilière, on passe à une échelle un peu plus grande que la maison en groupe, ça veut dire la petite promotion d'appartements, vingtaine de logements. On passe à 3 400 € du mètre carré en prix médian. On augmente le volume encore, promotion de plus de 20 logements jusqu'à 50 logements, on passe à 3 800 € du mètre carré en prix médian. Et puis on passe à la grosse promotion immobilière, 4 000 € du mètre carré en prix médian. On est dans le même marché immobilier. Donc en fait, cette question de regarder les prix selon les filières, en plus de la question du marché qui est évidente et qui se voit dans le marché de l'ancien, mais pour la production neuve, quand on regarde par les filières, on se rend compte que dans un même marché immobilier, on va avoir des différences considérables de prix du logement, avec une filière courte qui va produire à 1 500 € du mètre carré de moins que la filière longue, la filière la plus longue sur ce territoire-là de La Rochelle agglomération. Donc, quand on avait fait ce travail-là, on cherchait à déterminer quelle filière produit de l'offre dite abordable sur le territoire. L'abordable à La Rochelle, il l'avait défini à 2 500 € du mètre carré. On s'était rendu compte donc qu'il y avait un logement sur 5 abordable sur le territoire et qu'ils étaient tous produits en diffus et en lotissement. Donc cette différence de prix au sein du même marché renverse un peu la manière qu'on a de voir les prix du logement en l'approchant par filière. Un autre questionnement qu'on s'était posé à Ville Vivante quand on commençait à réfléchir comme ça sur les modèles un peu économiques de chacune des filières, c'était est-ce que la filière courte, finalement, elle va intégrer une diversité importante des besoins ou est-ce qu'elle va être standardisée et un peu restreinte. Ce dont on peut s'apercevoir sur les terrains à bâtir, par exemple, c'est que quand vous êtes en diffus, qui est la filière la plus courte du terrain à bâtir, et en lotissement, qui est la deuxième étape un peu dans la structuration des filières et qui est une filière un peu plus longue, c'est qu'on voit sur ces points, vous avez en vert les points des terrains en lotissement qui ont été vendus dans l'agglomération de Pau. Cette fois, on est à Pau, où on a les points verts, c'est les terrains à bâtir en lotissement, les points roses, les terrains à bâtir en diffus. Donc là, c'est la surface du terrain par le prix. Et ce qu'on voit, en fait, c'est que les terrains en lotissement sont beaucoup plus restreints sur un segment de marché bien précis, pour une raison finalement assez simple, c'est que quand vous devez vendre beaucoup de terrains d'un seul coup, vous allez identifier un segment de marché et vous allez vous mettre dessus pour réussir à les vendre rapidement. Vous n'allez pas vous amuser à faire des choses fantaisistes. Et donc là, vous voyez sur un lotissement, par exemple, on est à côté de Pau ici, un lotissement, vous voyez en haut à gauche, qui a été, vous avez des terrains entre 500 600 mètres carrés vendus autour de 100 000 €. C'est très spécifique, dans une plage de prix vraiment très segmentée, qui correspond à ce que le lotisseur sait qu'il va réussir à vendre facilement sur le territoire. Le diffus, c'est des logiques totalement différentes. C'est des gens qui sont déjà propriétaires d'une maison, qui à un moment donné prennent à leur initiative le fait de le diviser pour libérer un terrain à bâtir. Et ils doivent composer avec une contrainte qui est la taille de leur terrain déjà de base. Ils ne peuvent pas l'agrandir ni le modifier. Et après, ils ont des logiques personnelles. Il y en a qui vont devoir vendre très vite. Donc, ils vont vendre pas cher. Il y en a qui ont le temps et qui vont essayer de faire un coup. Ils vont vendre cher. Il y a beaucoup plus de diversité
de produits vendus dans le diffus, parce que déjà, il y a la diversité des endroits déjà bâtis où c'est fait. C'est qu'on n'est pas sur un nouveau projet, on est sur des endroits en général où il y a déjà des constructions. Et parce qu'on est sur des logiques comme ça individuelles. Si on reprend là, on est toujours dans l'agglomération de Pau. J'attire votre attention sur les 2 terrains qui sont fléchés, là, qui sont des terrains en diffus. Ces 2 terrains dans des prix, on va dire, dans des valeurs extrêmes sur le territoire. C'est que vous avez un terrain là, à 120 000 euros de 1400 mètres carrés. C'est le type de terrain, un lotisseur ne peut pas s'amuser à faire ce type d'offre en terrain, parce que des personnes qui sont capables d'acheter des terrains à ce prix-là dans un territoire, il n'y en a pas beaucoup. Donc on ne va pas vendre 20 logements d'un coup à ce prix-là, et dans cette taille-là, 20 terrains, pardon. À l'inverse, vous avez un autre terrain là, à prix réduit à 35 000 euros. Donc c'est très en dessous de ce qui se pratique habituellement sur la commune d'Arrécy, en l'occurrence, avec un prix beaucoup moins élevé. Donc un terrain en diffus qui est issu d'une division et qui fait seulement 380 mètres carrés, seulement par rapport aux autres terrains qui sont vendus dans le territoire. Et en fait, la personne se retrouve obligée de baisser autant ce prix parce qu'elle vend un terrain vraiment de taille inférieure à ce qui se fait d'habitude sur ce territoire. Et donc le diffus va à un moment donné avoir plus de diversité de terrains. Et pour faire l'avantage, c'est qu'il va créer une offre abordable dans un territoire où les offres, les filières longues vont pas forcément en faire. Et pour prendre une métaphore assez simple, c'est vous imaginez une salle de concert. Le lotissement vend des places assises à 60 euros. Donc un peu cher quand même pour certains, et en même temps c'est standardisé pour d'autres. Et le diffus va amener des autres types de places de concert. Il va amener la place debout. Donc là, c'est le terrain un peu plus petit, mais en fait, qui convient très bien à d'autres personnes et qui va être à un prix réduit. Et il va amener aussi la place en loge, par contre, pour le coup, avec une coupe de champagne, à un prix plus élevé, qui est le terrain de 1400 mètres carrés qui est là. En fait, c'est la diversité de l'offre augmente dans le diffus puisqu'on suit plus des logiques individuelles qu'un segment de marché économique. Donc, on a fait le tour ensemble des éléments un petit peu déterminants des différences entre filière courte et filière longue de production de logements, à savoir c'est moins standardisé, c'est plus abordable. Donc, dernière question qu'on se pose nous tous les jours à Ville Vivante, c'est pourquoi la filière courte n'est-elle pas davantage développée, vu qu'elle est si géniale, comme on a pu le constater. Et en fait, cette question-là, la réponse, c'est toujours compliqué parce qu'on peut, à un moment donné, tenter d'avoir des explications socioculturelles ou autres en spéculant un peu sur la volonté des gens. Et finalement, cette réponse, elle nous est apparue une fois à Ville Vivante, donc avec des collègues, on était en déplacement à Grenoble, Grenoble Métropole, on travaillait pour la ville, pour l'agglomération, pardon. Et on avait fait une étude où on cherchait à voir quelle filière produisait le logement abordable dans Grenoble Métropole. Et on avait mis en évidence qu'il y avait un peu plus de 10% de la production chaque année à Grenoble Métropole qui était abordable, 270 logements par an, et qui était divisé en 3 tiers. Il y avait un tiers où on avait la filière diffuse, donc la filière courte, qui représentait seulement 15% de la production totale, mais qui représentait un logement abordable sur 3. Donc vraiment une part conséquente de l'abordable dans la filière courte. Et à l'inverse, il y avait les filières longues qui étaient aussi représentées dans l'abordable et qui étaient un tiers qui étaient des logements abordables qui étaient réalisés en filière longue dans des dispositifs publics, c'est-à-dire que la collectivité faisait beaucoup d'efforts et mettait beaucoup d'énergie pour créer du logement abordable dans des dispositifs type PSLA, promotion encadrée avec du foncier public, en fait. Et un dernier tiers qui était du logement abordable, qui était fait par la promotion immobilière en filière longue, mais hors dispositif public, et qui était soit des fins de programme immobilier, soit des débuts de programme immobilier, enfin voilà, une petite part de l'offre. Et on s'était dit, bah, finalement, quand même, on met 0% de l'énergie publique sur la filière courte pour faire du logement abordable. On ne stimule pas la filière courte, on travaille peu dessus. Et on a quand même des résultats qui sont du même ordre de grandeur
qu'avec les filières longues, alors qu'on met 100% d'énergie publique dessus. Pourquoi naturellement, on ne va pas instinctivement se dire qu'on va mettre de l'énergie pour développer la filière courte? Et en fait, dans les différents échanges qu'on peut avoir avec nos maîtres d'ouvrage, les élus locaux sur les territoires, ce qui est compliqué pour eux, c'est de se projeter dans la filière courte, parce que comme on a vu tout à l'heure, c'est une logique d'addition de projets individuels. Et donc, c'est très difficile de planifier ça et de faire des paris un petit peu dessus. C'est que si vous êtes, par exemple, un maire d'une ville qui perd des enfants, il n'y a pas assez d'enfants dans l'école, vous avez besoin d'attirer des nouveaux habitants. Est-ce que vous allez parier sur le développement de la filière courte, sachant qu'elle se développe aujourd'hui un peu toute seule dans des logiques individuelles et on a du mal à l'anticiper? Ou est-ce que vous allez parier sur le lotissement où vous savez que vous allez pouvoir faire 40 lots en 3 ans et donc remplir votre école? C'est toute cette question-là un petit peu qui fait la difficulté de développer la filière courte, c'est qu'on n'a pas encore réussi, et c'est tout l'objet de nos travaux, à sécuriser entre guillemets la production en filière courte. Si je prends un autre exemple, on fonctionne beaucoup avec des images, c'est que si vous prenez la SNCF par rapport à l'autostop, vous avez, quand vous prenez un train, vous pouvez planifier votre déplacement. Il y a des horaires d'arrivée, des horaires de départ. S'il y a un imprévu et que vous ne pouvez pas prendre votre déplacement, vous avez quelqu'un sur qui reporter la faute, râler, etc. Vous avez la SNCF qui va vous rembourser votre billet. Et vous avez, entre guillemets, une sûreté du déplacement qui est assurée parce que voilà, vous avez peu de chances de vous faire agresser dans un train. Et en fait, le travail d'organisation et de structure de la filière du train fait qu'on peut parier dessus, en avoir confiance, planifier sa vie, etc. avec. Alors que l'autostop, vous essayez improviser, vous ne savez pas quand vous arrivez. Si vous n'arrivez pas à l'heure, vous pouvez vous en prendre qu'à vous-même. La sécurité, vous n'êtes pas sûr, etc. Et donc, le travail qu'a fait finalement Blablacar avec l'autostop, c'est un travail de sécurisation et de fiabilisation de l'autostop. Et ce n'est pas un travail culturel pour que les gens acceptent d'aller dans les voitures d'autres personnes. C'est un travail qui rend le déplacement fiable avec des horaires, qui prend en charge le risque d'imprévu. Vous êtes remboursé si la personne ne vient pas. Et avec le système d'avis, vous avez une certaine sécurité. Donc en fait, le travail qu'a fait Blablacar avec l'autostop, c'est un peu le travail qu'il y a à faire pour sécuriser, pouvoir planifier des résultats de production de logements avec la filière courte qui aujourd'hui se fait de manière un peu voilà, au gré des initiatives individuelles. Et donc, nous, le travail qu'on mène en interne sur la filière courte, c'est s'engager déjà pour un nombre de logements en 30 mois. Donc là, on est à Périgueux, une opération qui est en cours, où on est engagé pour réaliser 150 logements en 30 mois sur ce territoire, alors que la filière courte n'existait pas de base à Périgueux. C'est que là, vous avez les courbes de notre opération en cours. En 2017, quand l'opération commence, il y a 0 logement par an qui sont faits en filière courte à Périgueux. Et donc, tout le travail qui est à mener, qu'on mène en ce moment à Périgueux, et qui est en fait un travail de recherche pour rendre la filière courte planifiable et pilotable, c'est un travail de trouver des méthodes pour recruter des porteurs de projets, les accompagner, faire en sorte qu'ils passent plus vite leurs étapes. Et progressivement, là, en fin 2019, on est monté à 40 projets réalisés par an en filière courte, donc de 0 à 40. Et on mène ça comme une opération, donc de lotissement. Et on continue à trouver des méthodes qui permettent d'organiser cette filière, la stimuler et l'accompagner pour, in fine, réussir à faire les 60 logements par an, qui sont les 150 logements sur lesquels on s'est engagé en 30 mois. Donc j'espère que cette présentation vous a apporté des éclaircissements sur les différences entre filière courte et filière longue, et surtout le chemin qu'il y a à parcourir pour qu'on puisse tirer tout le potentiel de la filière courte dans nos territoires, dans la capacité à produire des logements abordables et réussir à fiabiliser dans le temps une production de logements via ces filières-là, qui aujourd'hui ne sont pas encore tout à fait capables d'assurer un nombre de logements à une date donnée. Merci beaucoup Lucas.
Je te propose d'arrêter le partage d'écran pour qu'on vienne en vision mosaïque. Voilà, il me reste à vous souhaiter une très bonne après-midi à tous. Encore merci Lucas et à très bientôt pour les prochaines conférences du livre.